Ok, super. Alors, alors c'est parti. Donc, je vous le redis, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, bienvenue sur ce webinaire organisé par Carbone 4 à l'occasion de la publication du référentiel de neutralité carbone des entreprises qui a été développé dans le cadre du projet Net Zero Initiative. On en a pour 1 heure et demie. Ça va très bien se passer. J'espère aussi que la plupart d'entre vous se portent, que cette période délicate se déroule le mieux possible et j'ai une pensée sincère et solidaire à tous les parents qui travaillent chez eux. Je suis Renaud Bétain, je suis en charge du pôle neutralité carbone pour le cabinet de conseil Carbone 4. J'ai par ailleurs passé 9 ans au GRES, qui est une ONG de développement, où j'ai porté le programme de compensation carbone, le premier programme francophone de compensation. Je suis à l'origine du site infocompensationcarbone.com qui existe toujours, qui est toujours porté par le GRS. Donc Carbone 4, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la stratégie climat des entreprises et l'adaptation au changement climatique. En gros, on aide les entreprises à limiter leur impact sur le climat et à limiter les impacts du climat sur leur business. C'est un cabinet aujourd'hui qui regroupe une cinquantaine de collaborateurs et qui a été et qui est aujourd'hui piloté par Jean-Marc Jancovici, que vous verrez aujourd'hui, Alain Grandjean et Laurent Morel. On porte des valeurs de rigueur, d'audace et de créativité, et vous le verrez, c'est tout le sujet d'aujourd'hui et de ce matin, puisque c'est de ça dont on va parler en termes de neutralité carbone des entreprises. Je suis accompagné de César Dugast, qui est consultant expert chez Carbone 4. Bonjour. Bonjour César. Et qui est copilote du projet Net Zero Initiative et rédacteur en chef du référentiel qu'on va vous présenter ce matin. Je salue également Alexandre Florentin, qui n'est pas là, mais qui a été un de nos comparses dans la création de ce référentiel et qui a validé l'ensemble en tout cas les plus belles orientations de ce travail qui nous a mené jusque-là ce matin. Alors, au menu ce matin, donc, on va d'abord, donc une fois que je vous aurai fait un tout petit historique de ce programme, de ce projet Net Zero Initiative, je laisserai la parole à Jean-Marc et Olivier Boucher. Donc disons que c'est plutôt l'entrée du repas. Ils vont vous proposer une petite émulsion de contexte climato-économico-politique et probablement avec probablement un minimum de détours. En plat principal, César vous proposera le gros morceau, donc tout le déroulé du référentiel sur une petite trentaine de minutes. Et enfin, en dessert, nous aurons 3 fourrés au feedback de Fanny Floriot de la direction adaptation, aménagement et trajectoire bas carbone de l'ADEME. Bonjour Fanny. Philippe Tuzolino, qui est directeur environnement du groupe Orange, partenaire. Bonjour Philippe, partenaire de Net Zero Initiative depuis le début. Et Mathieu Jousset, qui est directeur du programme Action Carbone Solidaire à la Fondation Good Planet. Bonjour Mathieu. Et donc, vous trois, vous nous apporterez un petit peu votre regard en 5 minutes sur le déroulé du référentiel. Et comme tout bon repas ne se prive pas d'un bon digestif, on aura l'occasion d'échanger via des questions-réponses avec vous. Alors vous êtes 679 aujourd'hui, là maintenant, connectés. Donc un grand merci à toutes et à tous. On n'a jamais fait un webinaire aussi avec autant de monde, en espérant que tout tienne et que les réseaux ne lâchent pas. Alors,
À propos donc des bonnes pratiques et des règles d'hygiène de ce webinaire, vous avez tous votre micro coupé en mute. Vous avez la possibilité dans le chat sur votre droite, normalement, de poser toutes les questions que vous voudrez. On va tenter d'y répondre au maximum. Donc, je m'excuse par avance auprès de celles et ceux à qui on ne répondra pas. On va probablement pas pouvoir répondre à tout le monde. En tout cas, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Vous pouvez aussi partager sur Twitter tout ce qui sera dit dans ce webinaire, en mentionnant si possible les comptes Carbone 4 et Net Zero Initiative. Voilà, on va vous envoyer le support de présentation. Et évidemment, d'ici quelques jours, voire quelques heures, seront publiés le référentiel et l'executive summary. Alors, quelques remerciements maintenant, puisqu'aujourd'hui, en fait, c'est la fin d'un premier cycle, celui du travail qu'on a mené depuis 2 ans dans le cadre de Net Zero Initiative. Donc, en juin 2018, Carbone 4 s'est mise en tête de reposer les bases du problème de la neutralité carbone de l'entreprise. Et donc, on s'est entouré de 2 groupes. Le premier, ce sont un conseil scientifique, un conseil d'experts, Benoît Leguet, Richard Baron, Olivier Boucher, qui est là tout à l'heure, vous entendrez, Anne Bringot, Mine Lecoine, Dimitar Nikov du ministère, Marion Verle, ex-CIO de Gold Standard et CIO de SustainCert, et Michel Colombier. Et donc, cette approche, c'est la base du travail de Carbone 4 en termes de rigueur scientifique. Et donc, on a fait travailler ces gens-là pendant 2 ans autour de la neutralité carbone de l'entreprise. Donc, je tiens à les remercier chaleureusement pour leur engagement et leur disponibilité. Et un deuxième groupe, des entreprises, on n'avait surtout pas envie d'être hors sol, mais de travailler pour et avec les entreprises. Et donc, on s'est entouré voilà, de toutes ces entreprises que vous avez à gauche. Je vais les citer et je vais aussi citer les personnes avec qui on a travaillé le plus souvent. Donc, Christine Forfeligan de Engie, Philippe Tuzolino et Jean-Manuel Canet de Orange, Thibaut Braque de la Perrière de EDF, François Garot de Generali, Christian Lessac et Elodie Bressot du groupe BPCE, Sébastien Núñez et Alexandre Radzi de Climate Seed, Aurélia Ménasser du groupe RATP, Marie-Thérèse Durand et Dan Tran de Postimo, et Nathalie Ponce et Aurélien Pinchot d'Avas Paris. Voilà, un grand merci à toutes ces entreprises qui ont cru dans le travail qu'on menait. Avant de passer la parole à Jean-Marc, un tout petit mot sur le contexte, parce que notre objectif était de tenter de faire évoluer la neutralité carbone vue par les entreprises vers plus de crédibilité, de transparence et de rigueur. Et donc, il fallait reposer le problème. Donc, en septembre 2018, on a lancé Net Zero Initiative. Et puisque depuis le début des années 90, si vous voulez, l'émergence des programmes, des mécanismes de compensation carbone, on a conçu, en tout cas, on conçoit la neutralité carbone de l'entreprise de façon très simpliste, voire quasi mystique. Hein, ça relève presque d'une croyance. Cette croyance est j'émets X tonnes de CO2, j'achète X crédit carbone et tout ça fait 0. Et donc c'est aujourd'hui assez triste, vu l'urgence de la situation. Ce concept n'a pas évolué, donc c'est ce qu'on essaye de faire avec Net Zero Initiative, de faire évoluer les concepts pour l'amener vers quelque chose qui soit vraiment le plus en accord avec ce que nous dit la science et donc un alignement avec la neutralité carbone du monde. En fait, on conçoit la neutralité carbone sur la base d'une utilisation détournée et abusive des crédits carbone qui n'existe que dans un cadre réglementaire. Le protocole de Kyoto a mis en place ces mécanismes de compensation et l'utilisation des crédits carbone en l'associant à finalement une exigence de réduction des émissions et vous aviez la possibilité d'utiliser des crédits carbone si vous êtes une entreprise
sous contrainte réglementaire, vous avez la possibilité d'utiliser des crédits carbone simplement sur la partie de dépassement de votre objectif de réduction. Donc on voit bien en fait qu'il y avait ces mécanismes de compensation existaient dans un cadre d'exigence et de règles tout à fait strictes. Mais très vite, on a utilisé les crédits carbone de façon volontaire et sans règles, si ce n'est je calcule, je réduis et je compense. Et donc, on considère, nous, qu'il y a une forme de défaut d'exigence de la part des entreprises qui compensent leurs émissions, et même une asymétrie d'exigence, puisque d'un côté, vous avez des projets qui doivent suivre des règles extrêmement strictes en termes d'additionnalité, de mesurabilité, de permanence des réductions d'émissions, etc., alors que les entreprises ne sont pas tenues d'être alignées avec un monde neutre en carbone, alors qu'elles peuvent compenser autant qu'elles veulent. Donc vous le voyez bien, aujourd'hui, en fait, toutes les semaines, on a de nouvelles annonces de neutralité carbone d'entreprise. Beaucoup ne savent pas exactement ce que ça signifie, et on pense surtout que c'est le bon moment pour fixer de nouvelles règles communes pour ces entreprises qui, en fait, font face à une pression grandissante de la part du consommateur citoyen, des investisseurs et de leurs salariés, qui les pousse à agir. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on pense aussi. On pense qu'il est temps d'agir et que la neutralité carbone n'est pas la meilleure façon pour une entreprise d'agir. Voilà, je voudrais maintenant passer la parole à Jean-Marc pour un petit mot. Jean-Marc, es-tu là? Je dirais que j'appelle le fantôme Jean Covici, mais il est bien là, en chair et en os. Jean-Marc, es-tu là? Je vais t'appeler. Ouais, allez, je t'envoie une demande. Ton micro est ouvert et donc tu vas pouvoir parler. Bonjour, ça fonctionne normalement. Ouais, c'est tout bon. Eh bien, c'est Oui, parfait. je reste dans le coin. Bon, eh bien, bonjour à tous les confinés. Nous venons de découvrir Carbone 4, comment parler à beaucoup plus de gens avec des frais beaucoup plus faibles, puisque effectivement, d'habitude, quand on fait une matinale, on est quelques dizaines et on se voit et on se touche, chose qui est devenue impensable. Quelques éléments de mise en contexte de la méthode qui va vous être présentée ce matin. Elle s'inscrit dans l'activité plus générale de Carbone 4, qui est d'essayer d'avoir des méthodes et des modes de travail qui correspondent aux problèmes à traiter, y compris si la manière de s'attaquer aux problèmes est beaucoup plus désagréable ou beaucoup plus exigeante, on va dire, que la pratique habituelle. Alors, comme Renaud l'a déjà dit, la raison pour laquelle on est rentré dans ce sujet de neutralité est double. La première, c'est que ce mot est devenu un mot important à la suite de l'accord de Paris, puisque c'est une notion qui a commencé à se généraliser dans les esprits. Et cette notion, il nous paraissait important de la préciser et de dire, ou plus exactement, d'essayer de faire travailler un certain nombre de gens sur ce qu'on pouvait en dire et ce qu'on ne pouvait pas en dire. Pour aller tout de suite au résultat, la neutralité est un état qui est atteint au niveau planétaire quand l'ensemble des émissions est compensé par l'ensemble des puits. Et c'est une condition préalable indispensable pour que la quantité de CO2 dans l'atmosphère s'arrête d'augmenter. Le CO2 étant par ailleurs chimiquement stable, il faut en retirer autant, enfin une fois qu'il est dans l'air, il est chimiquement stable, donc on est forcé d'en retirer autant qu'on en met. C'est un problème de robinet quelque part, enfin de robinet et de bonde. Donc on est capable de le définir très simplement au niveau de la planète. Et la question était de savoir comment cette définition très simple au niveau de la planète, dont Olivier Boucher va nous parler dans pas longtemps, était capable, enfin, ou pouvait se transposer à l'échelle d'une entreprise. Alors, pour le moment, la façon dont une entreprise se déclare neutre, d'abord, c'est un point important, se déclare neutre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déclarée neutre par une tierce partie qui dit oui, oui, elle a bien respecté un certain nombre de règles, non, elle se déclare neutre, et elle se déclare neutre avec des règles du jeu qui sont très exactement celles qu'elle choisit. Elle choisit le périmètre d'émission, elle choisit le mode de compensation, elle choisit tout. Et par ailleurs, elle choisit que ce soit un état qui puisse être atteint immédiatement. Et alors là, il y avait quelque chose qui nous gênait, c'est comment est-ce qu'une entreprise qui dépend du reste du monde, et on s'en rend particulièrement compte en ce moment où les supply chains sont toutes perturbées, on comprend bien qu'une entreprise dépend un tout petit peu de ce qui se passe ailleurs, comment une entreprise pouvait, indépendamment de ce qui se passe ailleurs, s'auto-déclarer neutre instantanément
avec une simple opération comptable. Et c'est quelque chose évidemment qui nous chagrine. Et pour mettre les pieds dans le plat, à titre personnel, ça me chagrine notamment pour une raison, c'est que je considère que c'est une déclaration qui est un anesthésiant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne dans un bureau, par un jeu d'écriture, est capable de déclarer que le problème climatique a été résolu pour l'ensemble d'une entreprise, par construction même, ça incite tous les autres collaborateurs de l'entreprise à ne pas se préoccuper du problème puisque le problème a été résolu. Donc c'est un anesthésiant et c'est alors que bien évidemment l'atteinte de la neutralité au niveau mondial est quelque chose qui va challenger la totalité des fonctions d'une entreprise. Pour reprendre un chiffre qui va peut-être parler à tout le monde, cette année, grâce au coronavirus, nous allons avoir en France une récession qui va se promener entre 3 et 6%. Ce qui veut dire que toute chose égale par ailleurs, nous allons avoir une baisse des émissions de CO2 de 3 à 6%. Eh bien, pour atteindre la neutralité carbone dans le monde, il faut que les émissions planétaires baissent de l'ordre de, Olivier me corrigera, mais de l'ordre de 4% par an sur les 30 ans qui viennent. Donc vous voyez bien, ça veut dire qu'on doit avoir un coronavirus par an en termes d'efforts pour qu'on parvienne à la neutralité carbone à une vitesse suffisante pour éviter un réchauffement qui dépasserait les 2 degrés. On comprend bien que ce genre de contexte n'est pas un contexte dans lequel il suffit qu'une personne dans un bureau fasse un jeu d'écriture comptable pour que l'entreprise se retrouve instantanément alignée avec cette évolution générale. Donc, la manière dont on a attaqué le problème à Carbone 4, c'est une manière, j'ai envie de dire, très standard. Il y a un sujet qui demande une méthode pour s'y attaquer correctement. Cette méthode n'existe pas, ou elle n'existait pas. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons réuni un certain nombre de gens de bonne volonté autour d'une table. Alors, comme Renaud l'a dit, ces gens de bonne volonté étaient séparés en 2 groupes. Il y avait un groupe qui concernait des utilisateurs futurs et un groupe qui concernait, j'ai envie de dire, le cadre scientifique externe avec lequel il faut composer. Et un point important que je souhaite préciser, c'est que quand on fait un développement méthodologique chez Carbone 4, les avis du conseil scientifique sont des avis conformes. Dit autrement, si le conseil scientifique nous dit là, il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon que vous avez de vous attaquer au problème, nous n'avons pas le choix de nous dire, bon, très bien, eux, ils pensent que ça ne va pas, mais nous, on pense que ça va, donc on passe outre. À partir du moment où le conseil scientifique dit, là, il y a quelque chose qui scientifiquement n'est pas correct, à ce moment, on est obligé de revoir la méthode parce qu'on tient absolument à être d'accord avec ce que nous dit la science. C'est un des points importants dans la façon qu'on a de travailler à Carbone 4, même si ça rend la vie plus compliquée des acteurs derrière, et le changement climatique va nous rendre la vie compliquée, on le sait, donc il faut faire avec. Voilà, donc la méthode qui va vous être présentée ce matin, elle est faite dans le, j'ai envie de dire, dans le cadre classique d'élaboration de méthode de Carbone 4. Il faut qu'on ait un problème nouveau, il faut qu'on ait un corpus de gens qui ont envie de s'y attaquer, et à ce moment, on développe quelque chose qui nous paraît être une réponse appropriée à la méthode, au problème pardon, qui est évoqué. Donc c'est très exactement ça que va vous présenter César Dugast dans pas très longtemps, et il va faire ça après que Olivier Boucher, donc, qui dirige la modélisation à l'IPSL, vous explique un tout petit peu plus de quoi il retourne en termes de problèmes scientifiques à traiter, puisque c'est bien de ça dont il s'agit à l'origine. Merci beaucoup, Jean-Marc. À tout à l'heure. Si tu auras des choses à répondre aux personnes qui commencent à poser des questions, merci beaucoup. Olivier, donc je suis désolé, certains ont des problèmes de son, d'autres non. J'ai donc l'impression que ça ne vient pas de chez nous. En effet, la session est enregistrée, donc vous aurez accès à l'enregistrement une fois qu'elle sera terminée. Olivier, je te laisse la parole. Je coupe ma caméra. À toi. Bonjour à tous. Renaud, vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Merci. Bonjour à tous et donc merci à Carbone 4 pour l'invitation. C'est un plaisir d'y répondre. Donc comme Renaud l'a dit, je suis climatologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace et je vais faire une très courte présentation en donnant quelques rappels sur les gaz à effet de serre, le climat et pourquoi il y a nécessité d'aller vers la neutralité carbone. Donc voilà, slide suivante.
Donc, quelques rappels sur les gaz à effet de serre. Hein. Il y a essentiellement 3 gaz à effet de serre, mais ils ont des statuts un peu différents. Donc, le dioxyde de carbone, qui est un gaz qui est relativement peu efficace radiativement, mais on en émet des quantités absolument gigantesques, ce qui fait que c'est le premier gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le deuxième étant le méthane, donc qui est émis en plus petite quantité, mais qui est assez efficace radiativement, mais surtout qui a une durée de vie beaucoup plus courte que le dioxyde de carbone, ce qui fait que si les émissions de méthane se réduisent, eh bien, on en verra l'effet sur les concentrations beaucoup plus rapidement que pour le dioxyde de carbone, dont la durée de vie dans l'atmosphère est plutôt de l'ordre du siècle, voire plus. Et enfin, il y a un troisième gaz à effet de serre qui est le protoxyde d'azote, qui a aussi une longue durée de vie, mais dont les émissions sont faibles et concernent surtout quelques secteurs assez spécifiques qui sont l'agriculture ou certaines industries. Et donc, ça me fait dire que vraiment l'ennemi numéro 1, c'est vraiment le dioxyde de carbone de par les quantités qui sont émises et de par sa longue durée de vie dans l'atmosphère. Alors, ces émissions, effectivement, elles sont gigantesques. Hein. On voit sur le graphique en bas à gauche, ces émissions qui se comptent en milliards de tonnes de carbone par an et qui sont dues alors, en partie pour les changements d'utilisation des sols, c'est-à-dire la déforestation, mais surtout par les émissions dues à la combustion des énergies fossiles, un petit peu le ciment, un petit peu la production d'acier, et on voit que ça a augmenté de manière presque exponentielle. Alors, il y a peut-être un petit soubresaut dans les dernières années, mais on ne sait pas encore si c'est vraiment structurel ou simplement conjoncturel, mais là, on est toujours en phase de croissance. Et donc, de manière pas très surprenante, hein, ces émissions se traduisent par une augmentation de la concentration dans l'atmosphère en dioxyde de carbone. Hein. L'essentiel de ces émissions va se retrouver dans l'atmosphère, mais il y a une bonne partie aussi qui est captée par la végétation et les océans. Mais on atteint aujourd'hui une concentration qui est supérieure à 410 ppm, donc ça veut dire partie par million. Ça veut dire que sur 1 million de molécules dans l'atmosphère, il y en a 410 qui sont du dioxyde de carbone. Alors ça peut paraître faible, mais c'est largement suffisant pour induire un réchauffement climatique et combiné avec les autres gaz à effet de serre et les autres facteurs qui modifient le changement climatique, on a un réchauffement qui est de l'ordre de 1,2 degré déjà par rapport à la période pré-industrielle. Donc, si on passe à la slide suivante, Renaud, on a montré que pour un objectif en température donnée, hein, donc typiquement 2 degrés Celsius, hein, ce qui correspond à l'accord de Paris, correspond à un budget de dioxyde de carbone. Un budget de dioxyde de carbone, c'est la quantité totale de CO2 qu'on peut se permettre d'émettre en tout et pour tout sur une période qui est de l'ordre de 2 siècles, hein, donc grosso modo les 150 dernières années où on a déjà pas mal émis, et puis les 50 à 100 prochaines années. Et pour donner un ordre d'idée des grandeurs, hein, on a déjà émis 2200 milliards de tonnes de CO2 et il en reste encore environ 1100 milliards de tonnes de CO2 à émettre pour respecter cet objectif de 2 degrés. Donc, ça serait un petit peu compliqué d'expliquer pourquoi, mais c'est simplement dû au fait qu'il y a un certain nombre d'inerties dans le système climatique, dû à la longue durée de vie de ce dioxyde de carbone dans l'atmosphère, dû aussi au fait qu'il y a un océan et que donc il y a une inertie dans le système climatique. Et donc, pour un objectif en température donnée, il y a une quantité totale de CO2 à émettre, à ne pas dépasser. Et donc, si vous avez un budget total à ne pas dépasser, nécessairement, ça veut dire qu'il y a un moment où vous devez arriver à des émissions nettes qui sont nulles. Donc, c'est ce qu'on appelle le zéro émission nette. C'est aussi ce qu'on appelle la neutralité carbone. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro émission à un moment donné. Il peut rester quelques émissions résiduelles. Hein. Donc, sur la courbe qu'on voit, c'est ces émissions résiduelles, on les voit en orange, mais elles doivent être compensées par autant d'absorption. C'est aussi ce qu'on appelle des émissions négatives. Et pour que la somme des émissions résiduelles et des absorptions soit nulle, donc pour qu'il y ait neutralité carbone. Alors, ces absorptions, il n'y a pas un potentiel énorme hein, dans la nature. Disons que on peut le faire parce que la végétation capte du carbone et on peut aider la végétation à capter du carbone. On peut aussi se débrouiller pour mettre une partie de ce carbone dans des réservoirs géologiques.
mais voilà, le potentiel n'est pas énorme. Et c'est pour ça que le gros de l'effort doit avant tout être sur la réduction d'émissions et puis ces émissions résiduelles, les compenser par des absorptions. Et on peut aussi estimer que, compte tenu du budget carbone qui reste, eh bien, si on diminue les émissions de manière plus ou moins linéaire, eh bien, on a environ dans 50 ans, il faut arriver à la neutralité carbone. 50 ans, ça correspond à, disons que le budget actuel, au rythme actuel, il serait épuisé en 25 ans. Et donc, si on diminue de manière linéaire jusqu'à zéro, eh bien, ça nous donne une échelle de temps qui est de 50 ans. Donc 50 ans, ça veut dire en 2070, il faut arriver à la neutralité carbone, mais c'est à l'échelle du monde. Hein. Et donc, si on parle des pays développés qui ont quand même un certain devoir moral de diminuer leurs émissions, de par les émissions historiques qui sont beaucoup plus élevées, bien, on parle de neutralité carbone, disons, en 2050, donc milieu du XXIe siècle pour ces pays développés. Donc voilà, donc c'est l'ordre d'idée et c'est de là que vient cet objectif de neutralité carbone en 2050. Donc jusque-là, j'ai essentiellement parlé de neutralité carbone. Alors peut-être la slide suivante. Voilà, ça nous montre que, bien entendu, il faut agir le plus vite possible. Hein, et s'il y a un retard à l'allumage, si on atteint ce pic d'émissions plus tard que prévu, si on ne diminue pas assez rapidement, eh bien, ça rend les choses beaucoup plus compliquées parce que le budget carbone étant constant, ben, ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, avoir des émissions nettes négatives, c'est-à-dire aller rechercher du CO2 dans l'atmosphère. Et ça, donc, on sait que c'est pas impossible, mais c'est très difficile. Et c'est aussi remettre à plus tard des choses qui vont être difficiles. Alors, j'ai essentiellement parlé de neutralité carbone. Hein. Il faut voir que l'accord de Paris est plutôt exprimé en termes de neutralité de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'en général, on a une équivalence entre les autres gaz à effet de serre et le CO2, donc on raisonne en CO2 équivalent, donc c'est très pratique d'un point de vue de comptabilité d'émissions. Pour la neutralité, il y a des petites différences. Hein. La neutralité gaz à effet de serre, c'est pas tout à fait la même chose que la neutralité carbone. On est encore en train de discuter entre scientifiques sur quelle est la meilleure équivalence, mais disons que ça ne fait pas de grosses différences. Hein. C'est des choses du deuxième ordre et surtout, pour la plupart des industries pour lesquelles ce sont les émissions de CO2 qui dominent, on peut considérer que c'est relativement équivalent de raisonner en CO2 ou en CO2 équivalent. Voilà. Ça peut faire des différences peut-être pour certains secteurs, en particulier pour l'agriculture ou pour des pays qui ont de grosses sources de méthane. Mais disons que voilà, le message principal, c'est vraiment pour un objectif de température 2 degrés, il faut atteindre la neutralité carbone et l'ordre de grandeur, c'est 2050 pour les pays développés. Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. On va donner la parole à César Dugast pour la présentation du référentiel. Un tout petit mot en mentionnant donc Veolia ou Climespace ou Rabot du Tilleul, qui sont des entreprises en fait qui ont bêta-testé le référentiel au tout début d'année et qui nous ont beaucoup aidé en fait aussi à finaliser ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc je voulais les mentionner, c'est très important. Il y a une question qui porte sur les standards et les logos d'instituts privés, c'est bien précisé, Natural Capital Partner, la Climate Neutral Company, etc. Et donc en fait des standards de neutralité carbone d'entreprise et de produits. Je tiens à préciser en fait que ces standards sont de l'autodéclaration et surtout sont des standards qui sont portés par des vendeurs de crédit carbone, chose que nous ne sommes pas. Nous n'avons aucune activité dans l'achat et la revente de crédit carbone et il nous semble important dans cette histoire-là d'avoir une forme d'impartialité. Et donc on a tendance aujourd'hui nous à se méfier de ces standards qui sont portés par des entreprises qui, pour la plupart, font leur marche sur de l'intermédiation de crédit carbone. Voilà, César, à toi. Oui, Renaud. Merci. Donc, j'espère que tout le monde me voit et m'entend bien. Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir d'être là et merci à tous les trois pour ces interventions limpides. Alors moi, mon rôle, ça va être un petit peu de vous guider dans les profondeurs de ce nouveau référentiel de neutralité carbone qu'on a développé
Donc, je vais démarrer peut-être par essayer de résumer un peu schématiquement ce que vient de dire Olivier sur la question de la neutralité carbone planétaire. Donc en fait, nous, on aime beaucoup chez Carbon 4 utiliser une métaphore qu'on trouve assez puissante, c'est la métaphore de la baignoire. Et où l'idée, c'est d'imaginer l'atmosphère comme une baignoire remplie d'eau, et où la quantité d'eau serait en fait la quantité de carbone totale dans l'atmosphère. Donc on sait que cette quantité de carbone totale, elle est proportionnelle au réchauffement, donc au réchauffement qui est senti sur la surface de la Terre, et que plus on en a, plus ça réchauffe. Donc avant la révolution pré-industrielle, on avait une quantité de carbone qui était fixe et stable, mais la révolution industrielle est passée par là, et en fait on a ajouté dans cette baignoire une quantité d'eau qui correspond à un réchauffement de à peu près 1,2 degré aujourd'hui. Et donc, ce qui est compliqué, c'est que chaque année, on ne fait qu'ajouter du CO2 supplémentaire dans cette baignoire. Donc, le robinet est grand ouvert, il ne cesse de s'agrandir. Et par ailleurs, on a aussi une quantité de puits créés par l'homme qui, chaque année, est censé enlever du CO2 de l'atmosphère. Sauf qu'aujourd'hui, ce puits est cassé, ne stocke plus rien et au contraire déstocke dans l'atmosphère. Ce qui fait que la baignoire ne cesse d'augmenter. Donc tout ça pour dire vraiment, ça c'est juste une manière de montrer, de présenter schématiquement ce qu'a dit Olivier juste avant, et c'est de dire que, en fait, faut avoir en tête qu'on court deux objectifs à la fois. On a un objectif à la fois de température, dont le but du jeu est de maîtriser le niveau d'eau de manière à ce que finalement la baignoire ne déborde pas, c'est-à-dire qu'on n'aille pas au-delà des 2 degrés de réchauffement. Et une manière d'y arriver, une condition nécessaire pour y arriver, c'est d'équilibrer ce qui va rentrer et ce qui va sortir chaque année de la baignoire. Et donc, c'est équilibrer le robinet d'émissions de CO2 fossiles et les puits de carbone type afforestation, reforestation, création de technologies d'émissions négatives, etc. Et donc, finalement, on a vraiment deux objectifs parallèles, un objectif en flux et un objectif en stock. Ce qu'il faut voir, et Olivier l'a très bien dit, c'est que cette neutralité carbone, c'est un concept de rupture. C'est-à-dire que la quantité de puits que peut créer l'homme est limitée. Les arbres ne montent pas au ciel. On a des capacités de séquestration technologique qui sont très limitées, encore à ce stade. Donc, on est limité par la quantité totale qu'on peut séquestrer dans 30 ans, 50 ans. Donc, ça nécessite nécessairement une baisse drastique des émissions et donc des changements sociotechniques majeurs dans nos sociétés. Donc ça, c'est finalement la neutralité carbone scientifiquement robuste, définie de manière précise par la science. Et c'est un petit peu la seule définition robuste de la neutralité qu'on a. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, à côté de cette définition de la neutralité carbone au sens scientifique, qui est cet équilibre entre émission et absorption à l'échelle de la planète, on a une deuxième définition qui coexiste et qui est la neutralité des entreprises. Et ce qui est vraiment regrettable, c'est que les deux portent le même nom, alors que ça n'a strictement rien à voir. Donc, comme l'a dit Renaud, comme l'a dit Jean-Marc, la neutralité au sens d'une entreprise, c'est essentiellement basé sur la compensation carbone. Donc la compensation carbone, c'est grosso modo le fait de mettre sur la table une quantité d'argent qui va venir déclencher un projet quelque part sur la planète qui va réduire des émissions ou absorber du carbone. Et cette neutralité d'entreprise, telle qu'elle est définie aujourd'hui, elle est basée sur cette idée de compensation carbone et surtout sur un triptyque, une sorte de trio qui est le mesurer, réduire, compenser. Donc en gros, c'est je suis une entreprise, je vais mesurer mes émissions de gaz à effet de serre chaque année, je vais les réduire autant que possible, et puis tout ce que je ne peux pas réduire, je vais le compenser. Donc au premier abord, ça... Vas-y Renaud, ouais, n'hésite pas. Je voudrais apporter un complément là-dessus. Notre objectif n'est pas de faire en sorte que plus aucune entreprise ne compense ses émissions. Quelque part, en fait, il faudrait que chaque entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité, compense. Alors, on va vous le dire tout de suite, on veut abandonner ce terme-là au profit du mot contribution, mais il faudrait que chaque entreprise sur la planète contribue financièrement à des projets bas carbone chez nous ou des projets de solidarité internationale dans les pays du Sud. C'est hyper important pour nous, c'est une question de solidarité et d'accélération de la transition.
Et en fait, ce triptyque mesurer, réduire, compenser, qui est hiérarchisé, hein, d'abord vous mesurez, ensuite vous réduisez, ensuite vous compensez. Nous, on pense qu'aujourd'hui, tout ça doit être fait en même temps en fait, et en parallèle. C'est une importante évolution de cette troïka qui est la règle aujourd'hui. Quel teasing! Donc, effectivement, finalement, aujourd'hui, le fait que la neutralité carbone au sens des entreprises soit basée sur ce mesurer, réduire, compenser, on peut essayer de l'analyser. Et un premier niveau d'analyse, ça va être de pointer du doigt les insuffisances de chacun des 3 termes du mesurer, réduire, compenser. Donc, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, le mesurer, c'est sur un périmètre qui est souvent incomplet. C'est-à-dire, on va choisir généralement, enfin parfois, des émissions qui ne sont pas forcément les émissions les plus significatives de l'entreprise, ou en tout cas les émissions qui correspondent au cœur de métier de l'entreprise. Donc, les émissions qui correspondent au cœur de métier de l'entreprise, ça va être par exemple un concessionnaire automobile. Les émissions les plus significatives pour lui, c'est les émissions des voitures qu'il va mettre sur le marché. Une banque, ça va être les émissions des actifs qu'il finance. Mais aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs qui se définissent neutres sur un périmètre qui est très incomplet. Ensuite, on a le réduire, et là, pour le coup, c'est un petit peu le même type de critique, c'est que l'ambition de la réduction, elle est souvent insuffisante. Jean-Marc a cité tout à l'heure le chiffre de moins 4% par an d'émissions, de réduction d'émissions pour parvenir à nos objectifs climatiques collectifs. Aujourd'hui, le réduire des entreprises, il est autodéclaratif, il est basé sur des petits changements souvent un peu incrémentaux et qui ne sont pas forcément reliés à l'ambition nécessaire. Et puis enfin, il y a le 3e terme, la compensation. Donc là, bien sûr, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière, mais il faut avoir en tête que la compensation induit un certain nombre de est critiquée depuis un certain nombre de temps, à la fois du côté des porteurs de projets et du marché du carbone volontaire, mais aussi critiquée en tant que biais cognitif du côté des acheteurs, puisque acheter une tonne de CO2 sur le marché, très bon marché, bien entendu, quand on la présente comme une exacte contrepartie ou un exact miroir des réductions d'émissions chez soi, il y a une tentation évidente de ne pas faire suffisamment pour réduire chez soi. Donc finalement, cette critique des 3 termes, on pourrait très bien se dire, OK, dans ce cas-là, il y a juste à mettre des définitions robustes et des règles robustes sur chacun des 3 termes. Mais c'est finalement oublier qu'on peut aussi arriver à un 2e niveau de critique qui est sur la critique de la définition elle-même, du mesurer, réduire, compenser. Avec cet argument très simple qui est, à l'heure de l'urgence climatique où il faut réduire de 4% par an de manière continue, est-ce que la réduction peut vraiment être une étape intermédiaire qui précéderait une compensation? Ou dit autrement, cette définition-là, elle est basée sur le fait qu'on puisse définir un jour des émissions incompressibles qu'on ne peut plus réduire, mais c'est finalement un concept qui dépend très largement de la conception même de l'incompressible dans la tête de la personne qui l'a défini. Aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est que pour parvenir à la neutralité mondiale, il faut réduire extrêmement fortement chaque année. Donc, on peut se demander si le mesurer, réduire, compenser, qui est un imaginaire d'étapes séquentielles, est vraiment à la hauteur. Alors, tu as prononcé le mot incompressible, pardon. Ouais. Le mot incompressible, pour avoir vendu des crédits carbone pour le GRS pendant 10 ans, c'est vrai que c'était toujours celui qui revenait toujours les émissions résiduelles ou incompressibles. On pense aussi que ce terme-là, qui est effectivement extrêmement subjectif, doit disparaître. Et c'est important de comprendre aussi que tous ces outils-là, je mesure avec l'ensemble des outils et des méthodologies qui existent, des objectifs de réduction dont on connaît la teneur, hein, et notamment les moins 4% par an, et le fait de soutenir des projets qui sont bons pour le climat, tout ça, on le garde en fait. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'apporter une nouvelle structure à ces 3 étapes, sans justement les hiérarchiser, mais en les faisant cohabiter. Ouais. Donc, sur ce mesurer, réduire, compenser, on a donc on critique la définition, mais finalement, on peut du coup très bien se dire aussi, bon, très bien, on met à la poubelle ce mesurer, réduire, compenser, on va créer une autre définition de la neutralité carbone, d'une entreprise neutre en carbone. Mais c'est sans compter sur un 3e niveau de critique qui pointe du doigt le fait que l'idée même d'entreprise neutre, cette notion générale d'entreprise neutre, est porteur de beaucoup de biais.
Le premier étant que finalement, quand on revendique un zéro chez soi, c'est une soustraction. Et donc, nécessairement, par construction, ça cache les émissions de l'entreprise, qui est le terme le plus important et qui est celui qu'on doit piloter en priorité dans le temps. Donc, on considère que le fait d'avoir ce zéro ponctuel est un peu contre-productif. Il y a une deuxième critique qui est que ce concept n'est pas universalisable, puisque la quantité de crédit carbone sur la planète est limitée et que, du coup, on ne peut pas considérer que tout le monde sur la planète peut être neutre. Donc, on a un problème de mise à l'échelle de ce concept et du coup qui bloque un petit peu la possibilité de considérer ce concept comme quelque chose de vraiment très robuste. On a un autre problème que j'ai dit tout à l'heure qui est le mot neutralité, il est déjà pris en fait, il est déjà pris par la science, il est déjà défini de manière robuste pour désigner quelque chose de très très différent et ce serait favoriser le malentendu en fait que de garder ce mot neutralité appliqué à l'entreprise pour quelque chose de très différent. Il n'est pas raisonnable, et là c'est Jean-Marc qui l'a dit tout à l'heure, en termes de, ne serait-ce qu'en termes de communication interne dans les entreprises, de sous-entendre que le problème est déjà réglé, a fortiori par d'autres, et qui peut être réglé du jour au lendemain grâce à un achat de compensation. Et puis enfin, c'est peut-être la remarque la plus importante, c'est que l'impact sur le climat d'une entreprise et sa compatibilité avec un monde neutre en carbone, ça ne peut pas se réduire à une simple soustraction. Et qu'en fait, ça donne un aspect un petit peu simpliste au problème qui, à terme, on pourrait imaginer, qui pourrait être porteur de risques d'image assez forts pour les entreprises. Donc finalement, si on doit... Vas-y, témoignage pour en parler depuis une décennie avec des amis et de la famille, le fait qu'une entreprise qui travaille dans l'extraction pétrolière ou un producteur de véhicules qui ne cesse de grossir et d'émettre toujours plus, ou encore un groupe bancaire qui finance des activités climaticides à l'autre bout du monde, le fait que ces entreprises-là soient neutres heurte la raison. Et voilà plus d'une décennie que j'en parle moi-même avec mon cercle proche et d'autres, et c'est toujours assez difficile de se représenter qu'une entreprise est neutre, et on l'a écrit très bien avec César dans une tribune. Ce qui dérange, c'est que ces entreprises soient neutres dans un monde qui ne cesse de se dégrader. Et donc, le fait que cette raison soit heurtée est un problème. Et donc, on a essayé aussi, nous, de réconcilier un petit peu tout ça. Exactement. Ben, c'est un petit peu tout le but de notre démarche qui est de dire, en fait, si on doit résumer l'état des lieux de cette neutralité des entreprises pratiquée actuellement, c'est que la définition, en fait, elle n'est pas fructueuse. C'est-à-dire, elle ne semble pas maximiser l'action climat des entreprises vers l'atteinte de la neutralité collective mondiale, qui est pour le coup la seule qui soit définie de manière robuste. Et ce qui est dommage, puisqu'en fait, on a bien vu depuis la COP21 que le secteur privé a envie d'agir de plus en plus en cohérence avec les impératifs de la science. Et donc, en fait, on a une sorte de dissonance entre, d'une part, cette envie du secteur privé de s'emparer du thème de la neutralité, mais de n'avoir à ses dispositions pour l'instant qu'un outil qui a le mérite, et peut-être le seul, de porter le même nom que l'objectif de neutralité planétaire, mais qui est clairement pas à la hauteur de l'enjeu. Et donc, si on doit le résumer en une phrase, notre travail chez Net Zero Initiative, le travail de Carbon 4 dans le projet Net Zero Initiative, c'est une proposition d'un référentiel d'action sur la neutralité carbone qui soit à la hauteur de l'enjeu planétaire. Et donc finalement, l'idée, c'est qu'on a envie de relier neutralité planétaire, neutralité des entreprises, en se disant, une entreprise peut-être n'est plus neutre, mais devrait plutôt s'inscrire en cohérence avec cette neutralité planétaire. Donc ça nous amène à donner à appeler pour deux changements de paradigme pour finalement repenser tout ça. Le premier, c'est de dire, en fait, une entreprise n'est pas neutre. Elle ne peut pas l'être, elle ne pourra jamais l'être. Par contre, ce qui est puissant, ce qui est un concept qui a l'air beaucoup plus fructueux, c'est de dire qu'une entreprise contribue à la neutralité, mais la neutralité, du coup, collective mondiale. Ça a deux conséquences. Le premier, c'est que le processus n'est plus statique, mais dynamique. C'est-à-dire, on ne va pas chercher un zéro immédiat ponctuel de l'entreprise, mais on va chercher à embarquer l'entreprise dans une trajectoire dynamique cohérente avec la neutralité mondiale. Et puis la deuxième conséquence, c'est de dire que l'objectif n'est plus individuel, mais collectif. On efface la neutralité auto-centrée au profit d'une neutralité collective.
Le deuxième changement de paradigme, et là Renaud l'a très bien dit tout à l'heure, c'est que on appelle vraiment un changement de lexique très fort, mais qui n'est pas qu'un changement de lexique, qui est un changement de paradigme psychologique en fait. On dit qu'on ne compense plus, mais on contribue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on garde le concept de finance carbone volontaire, hein, puisqu'il est extrêmement intéressant et c'est très important de maintenir des flux financiers pour accélérer l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Néanmoins, on veut couper l'herbe sous le pied de cette volonté de soustraire les émissions et l'achat de crédits, ou en tout cas le financement de projets hors de la chaîne de valeur. Donc finalement, tout ça, ça revient à dire, ça ne sert à rien de dire on compense, parce qu'il y a cette soustraction n'est que virtuelle. En revanche, on peut contribuer. Vas-y Renaud. Ouais, un tout petit mot. On nous a beaucoup posé la question de. Alors là, ça, si vous voulez, c'est les fondations du travail qu'on a mené depuis 2 ans. C'est vraiment un changement de façon de voir les choses et de l'appréhender. Donc, une entreprise n'est pas neutre, mais elle contribue à la neutralité. Alors, j'espère que ça va satisfaire le marketing, puisqu'on passe d'un seul mot, je suis neutre, à je contribue à la neutralité. Peut-être qu'effectivement, certains services de communication se satisfaisaient de ce terme-là, le je suis neutre, il y a quelques années, lorsque le sujet n'était pas aussi prégnant qu'aujourd'hui et l'urgence n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Le fait que les changements climatiques soient aujourd'hui visibles, qu'on les sente, nous amène à être aujourd'hui un peu plus sérieux sur la question. Et donc, on peut très bien passer d'un mot à deux, je contribue à la neutralité, versus je suis neutre. Un tout petit mot sur le statique aussi. En fait, pour résumer encore tout ce que vient de dire César, hein, aujourd'hui, il est impossible de comparer 2 entreprises qui sont neutres. Encore dit autrement, le zéro a la même valeur pour tout le monde. Quels que soient les réels efforts de réduction d'émissions, quelle que soit la prise en compte du périmètre, ambitieux ou non, une entreprise est neutre et c'est la même chose pour tout le monde. Cette neutralité a la même valeur pour tout le monde. Donc nous, on va essayer d'apporter à travers l'outil qu'on va vous présenter, en fait, une vision dynamique, c'est-à-dire je ne suis pas enfermé dans un état qui est celui de la neutralité, alors même que mes émissions augmentent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a des entreprises dont les émissions augmentent, mais qui continuent à être neutres. Voilà. Et ça c'est problématique en fait aujourd'hui. Ça l'était peut-être pas avant, puisqu'on avait probablement un peu plus de temps. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps. Il faut qu'on soit à la hauteur du défi. Ouais, c'est important ce que tu dis sur l'homogénéité du zéro, alors qu'on a une hétérogénéité des ambitions. Et du coup, le problème, c'est que ça fait une course au moins 10 ans, c'est-à-dire que pourquoi faire des efforts alors que je peux être neutre en cochant les cases minimales, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en défaveur des entreprises qui justement veulent faire les choses bien. Et c'est ça qu'on a voulu effectivement remettre en cause et dépasser. Et donc ça nous amène à formuler quelques principes clés, quelques grands principes du référentiel. Déjà, c'est un petit peu comme ce que j'ai dit juste avant, c'est on considère maintenant les organisations comme des participantes à l'action collective vers la neutralité. On veut réhabiliter le juste niveau d'ambition derrière le mot neutralité, le réserver simplement à cette définition scientifique à l'échelle de la planète. On veut distinguer rigoureusement, et ça c'est important, des réalités physiques différentes, c'est-à-dire on veut séparer strictement ce qu'il s'agit de réduction d'émissions et d'émissions négatives. Aujourd'hui, on a un énorme flou et on a un mélange des deux. Or, une réduction d'émissions, c'est fermer le robinet. Une émission négative, c'est augmenter le siphon. C'est deux choses qui physiquement sont absolument pas pareilles et on veut rigoureusement séparer ça. On a voulu dans ce référentiel clarifier un concept un peu nébuleux qui est celui d'émissions évitées. On sait que ce concept-là, il est assez populaire et nous, on considère que la commercialisation de produits et services bas carbone, c'est un moyen de contribuer à la neutralité mondiale. Donc, on a envie de réhabiliter et d'inclure ce concept d'émissions évitées dans ce référentiel. Et puis enfin, comme l'a dit Renaud, nous, on veut revisiter le statut de la compensation. On garde les structures de finance carbone et de marché volontaire du carbone qui sont robustes et efficientes, mais on interdit toute utilisation de la finance carbone comme manière d'annuler ces émissions. En fait, on fait évoluer quelque chose d'important, hein, c'est que la compensation, c'est la dépossession
d'un porteur de projet de la réduction d'émissions qu'il a réalisé. Donc, vous accaparez sa réduction d'émissions et vous la déduisez de vos émissions. Ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est que la réduction d'émissions reste là où elle est. Et que vous puissiez simplement dire, j'ai contribué à la réduire cette émission là-bas. Et j'ai financé cette réduction. J'ai financé cette réduction. Donc, vous voyez qu'on commence à parler plutôt de financement. Hein, et bien d'autres l'ont fait déjà avant nous. Hein, le Gold Standard Finance Beyond, c'est exactement ça. Donc, on parle de financement plutôt qu'aujourd'hui de dépossession de la réduction d'émissions. Tout à fait. Et donc, comment faire du coup pour appliquer cette idée de reconnecter l'action des organisations à cet objectif macro de la neutralité mondiale? Donc, si on reprend le schéma de la baignoire, on se rend compte qu'à l'échelle de la planète, on a bien ces deux leviers très importants qui doivent être faits en parallèle. D'une part, la réduction des émissions, fermer le robinet. D'autre part, l'augmentation des puits, donc augmenter le siphon. Et donc, finalement, on peut se dire que ça, c'est les leviers auxquels il faut contribuer et que l'entreprise peut avoir à sa main 3 leviers. Donc, le premier, c'est elle peut réduire ses propres émissions, directes et indirectes. Mais on peut très bien se dire, en fait, la capacité d'action d'une entreprise ne se limite pas forcément à son périmètre sur lequel elle émet des tonnes de CO2. On peut aussi se dire, une entreprise peut aider les autres à réduire leurs émissions ou à émettre moins. Et puis, le troisième axe d'action à l'échelle d'une organisation, c'est d'augmenter les puits de carbone et de contribuer à cet effort mondial d'augmentation des puits. Et donc là, on commence à voir se dessiner une sorte de triptyque avec des réalités physiques bien différentes. On a des émissions induites réelles, absolues de gaz à effet de serre ajoutés dans l'atmosphère chaque année sur le premier pilier. On a dans le deuxième plutôt une notion de différence d'émissions par rapport à un scénario de référence, qui ne sont pas de la même nature du coup. Et troisième grandeur qui n'est pas non plus de la même nature et qu'il faut vraiment séparer strictement, c'est les fameuses émissions négatives, c'est-à-dire tout ce qu'on va chaque année extraire de l'atmosphère, c'est-à-dire toute l'eau qu'on va vider de la baignoire année après année. Et donc finalement, ça nous amène à un tableau de bord de comptabilité qui va essayer de décliner ces 3 piliers sur les différentes sphères de l'organisation. Donc on peut démarrer sur le premier qui est le pilier A, la réduction des émissions de GES. Et là, l'idée, c'est chaque année de reporter ses émissions directes et ses émissions indirectes. Donc ça, vous le connaissez très bien, c'est ce qu'on appelle un bilan carbone, mais j'en reviendrai après. Sur le deuxième pilier, du coup, il y a aussi 2 natures, deux grandeurs qu'il faut quantifier chaque année. On a d'abord tout ce qu'on fait pour aider les autres à réduire leurs émissions dans la chaîne de valeur, et notamment chez les clients. Et ça, c'est tout simplement tout ce que l'entreprise va mettre sur le marché, tous les produits bas carbone qu'elle va mettre sur le marché et qui vont contribuer à réduire l'empreinte des clients. Mais l'action d'une entreprise pour aider les autres à réduire ne se cantonne pas à ces simples produits, elle peut aussi être financière et elle peut être aussi un financement de projets de réduction hors de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle typiquement la finance carbone. Et puis, enfin, dans le troisième pilier, on a des grandeurs qu'il s'agit de quantifier chaque année. On peut avoir des puits de carbone, donc des absorptions qui sont directement possédées par l'entreprise. C'est un petit peu les émissions scope 1, les émissions directes, mais à l'envers. On a des absorptions indirectes, qui peuvent être des absorptions dans la chaîne de valeur en amont ou en aval. Et puis, on a les absorptions financées par l'entreprise. Donc, on voit se dessiner une matrice, un tableau de bord de reporting élargi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, la dernière ligne, donc tout ce qui est financement hors de la chaîne de valeur, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelait jusqu'ici les crédits carbone ou la compensation carbone. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que ça reste une bonne idée de financer en dehors de sa chaîne de valeur, mais que c'est absolument une mauvaise idée d'essayer de la soustraire à ce qu'on fait dans le pilier A. Donc bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais ces 3 piliers sont absolument non fongibles. On ne peut pas les soustraire, les additionner l'un et l'autre. C'est simplement une remise à plat de toute l'action de l'entreprise, qu'elle soit positive ou négative. Alors voilà pour ce panorama global. Alors après, on peut s'amuser à plonger dans chacun des piliers. Alors, il y a quelques questions. Ouais, vas-y. Non, mais très bien, c'est bien qu'on plonge. C'est le sujet, d'ailleurs, c'est le titre du webinaire, mais il y a quelques questions justement sur est-ce que le pilier A, c'est le scope 1, scope 2 tout seul, et le B, seulement le scope 3. Je vais te donner un exemple.
Du coup, je finis sur cette matrice, et ensuite je rentrerai dans le détail, mais en fait, nous, ce qu'on propose, c'est que chaque entreprise doit faire 3 choses, 3 étapes. 1, mesurer chaque année sa performance sur les 3 comptes. 2, se fixer des objectifs ambitieux sur chacun de ces comptes. Et 3, les piloter dynamiquement. Donc, si je prends un exemple, on rentre dans le premier pilier qui sont finalement un reporting de tout ce que fait l'entreprise, tout ce qui est fait pour réduire ses émissions. Et donc, l'indicateur qui est relié à ça, c'est compter juste les émissions directes et indirectes de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle un bilan carbone. Et donc, pour répondre à la question, ça contient le scope 1, le scope 2 et le scope 3. C'est finalement, je compte toutes mes émissions directes et indirectes. Et on compte vraiment un flux réel d'émissions de gaz à effet de serre qui sont mis dans l'atmosphère chaque année. Le but de ce pilier A, c'est d'inciter l'organisation à réduire ses émissions, mais de manière effective et dynamique dans le temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, sur les 3 étapes que je viens de citer, on a déjà des référentiels qui sont super robustes, en fait, qui existent depuis très longtemps. Donc, par exemple, pour compter, pour mesurer les émissions, on a le bilan carbone, on a l'ISO 14064 et on a le GHG protocole. Pour fixer des objectifs ambitieux de réduction, on a, alors vous connaissez peut-être le Science Based Targets, qui est une instance internationale qui vise à aider les entreprises à se fixer des objectifs ambitieux, et ça, il faut absolument le garder. On peut aussi se dire qu'on pourrait s'inspirer des scénarios de réduction d'émissions nationaux ou locaux pour s'aider à se mettre des objectifs. Et puis enfin, pour piloter la performance sur ce pilier-là de minimisation des émissions, on a un outil qui est en cours de test par l'ADEME et le CDP qui s'appelle ACT. Donc finalement, ça, c'est simplement l'entreprise est amenée chaque année à reporter ses émissions, se fixer un objectif et les réduire. C'est finalement ce qui jusqu'ici représentait la colonne vertébrale de l'action climat des entreprises. Et du coup, ce que nous, on propose, c'est d'enrichir cette brique initiale historique de bilan carbone de 2 autres briques qu'il faut, elles aussi, piloter dans le temps. Alors, et donc, on en vient ce compte A, il reste visible. Il ne disparaît pas sous le coup de boutoir d'achat des crédits carbone. Ouais. C'est hyper important. Hein. Ce qu'on vous présente là, c'est une comptabilité en fait. Un tableau de bord, comme on aime à l'appeler, une matrice. Et donc, en fait, ces 3 comptes restent visibles, toujours, autant l'un que l'autre. Ouais. Ouais, cette exigence de transparence est vraiment, vraiment importante dans notre travail. Et du coup, le pilier B, donc qui est le deuxième grand type de comptabilité, c'est tout ce qu'on va quantifier. On va quantifier en fait tout ce qu'on fait pour réduire les émissions des autres. Et c'est là du coup qu'on retrouve la fameuse compensation carbone, qui ne s'appelle plus compensation, mais qui s'appelle contribution, parce qu'on peut se dire, chaque année, une entreprise, elle peut mettre de l'argent sur la table pour permettre à tel projet de réduire des émissions. Donc là, on est sur la dernière ligne, émissions évitées par le financement de projets de réduction hors de la chaîne de valeur. Et puis, il y a aussi tout ce que fait l'entreprise pour mettre sur le marché des produits et services vertueux bas carbone. Donc, la grande différence, c'est qu'on les compte de manière séparée dans un autre indicateur. Donc, je pense que c'est important, César, peut-être qu'on revienne sur cette différence entre le pilier B et le scope 3 et de montrer en fait quel est l'intérêt réellement de ce pilier B, c'est de faire apparaître la contribution de ces produits et services à la réduction des émissions de ces parties prenantes, en fait, de ces consommateurs, etc. Ouais. Pour un exemple, vous êtes, je sais pas, une entreprise qui vient rénover des bâtiments. Quand vous rénovez plein de bâtiments, vous êtes en croissance gigantesque, vous allez rénover plein de bâtiments. En fait, votre scope 3, donc c'est-à-dire ce qu'il y a dans le pilier A, émissions indirectes, il va grossir de plus en plus parce que vous allez avoir de plus en plus de chantiers, de plus en plus de choses à faire et donc de plus en plus d'émissions indirectes liées à votre activité. Mais du coup, ce que cet indicateur ne capte pas, c'est aussi que quand vous rénovez thermiquement des bâtiments, vous aidez les occupants à moins consommer d'énergie de chauffage et donc à réduire leurs émissions. Donc en fait, on voit bien que si on se cantonne au scope 3 et à la mesure du scope 3, on ne capte pas une réalité qui est qu'un business model d'entreprise peut très bien être aussi en soi très très vertueux. Et du coup, l'indicateur à créer pour ça, c'est ni plus ni moins l'indicateur émissions évitées par mes produits et services qu'on compte de manière différente dans le pilier B. Donc en fait, pour résumer, on regarde la même réalité, la même nature d'activité d'entreprise, mais sous 2 angles différents. Il y a le premier angle qui est le pilier A, qui est l'angle de combien j'émets par an,
avec cette activité. Il y a le deuxième angle qui est combien je permets d'économiser par an grâce à cette activité. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair. Le Vas-y. pilier B, c'est un révélateur de votre contribution à la décarbonation, en fait. Exactement. Et donc, ce qui est hyper important pour comprendre tout ça, c'est que le A et le B ne se soustraient pas. Vous ne déduisez pas vos émissions évitées par vos produits et services, vous ne déduisez pas ces émissions de vos émissions induites que vous reportez dans le pilier A. Exactement. Au même titre qu'on ne soustrait pas les émissions évitées par votre financement hors de la chaîne de valeur. Quand vous achetez, par exemple, un crédit carbone, donc on pourrait appeler maintenant, du coup, vu qu'on n'aime pas l'idée de crédit, puisque ça sous-entend une soustraction, qu'on peut appeler un certificat de réduction d'émissions. Quand vous achetez ça, vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas tenu de le soustraire de votre pilier A. Vous le comptez dans cette case différente, émissions évitées par financement de projet de réduction. Donc finalement, Renaud, tu fais très bien de le dire, il n'y a pas de soustraction possible. On regarde des choses différentes et on les laisse comme ça. C'est exactement comme finalement là, on réinvente la roue de la comptabilité financière d'entreprise. C'est quelque chose qui est très communément admis dans les comptabilités financières d'entreprise que de bien séparer des catégories différentes, même si on parle d'euros à chaque fois. Nous, c'est pareil. On parle de tonnes de CO2, mais c'est pas parce qu'on parle tout le temps de tonnes de CO2 dans toutes les catégories qu'on peut faire des soustractions. Et donc finalement, dans ce deuxième pilier de réduction des émissions des autres, qui est, comme tu dis Renaud, cet indicateur de quelle est ma contribution à la décarbonation des autres, on va inciter l'organisation à maximiser son impact positif sur le monde, que ce soit grâce à la vente de ses produits ou grâce au financement de projets de réduction. Et en fait, exactement de la même manière que pour le pilier A, on va lui demander déjà de faire l'état des lieux chaque année des émissions évitées qu'elle propose. Donc là, on a pareil toute une batterie de référentiels très pertinents. On a les standards internationaux de compensation carbone comme le Gold Standard, Verra. On a les labels de certification carbone domestique, dont le bienheureux label bas carbone français, qui est une excellente nouvelle pour l'action privée des entreprises. Et puis, on a tout ce que fait l'ONU avec le mécanisme de développement propre et les fameuses méthodologies qu'elle a proposées. Donc en fait, aujourd'hui, c'est facile de mesurer les émissions évitées par l'organisation. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est de fixer des objectifs d'émissions évitées, c'est-à-dire on sort de l'imaginaire de je vais compenser autant que ce que j'émets. Là, on sort de ce paradigme-là, on va plutôt se poser la question quel est mon juste niveau de contribution à la décarbonation des autres en fonction de mon secteur d'activité, en fonction des impératifs climatiques à l'échelle mondiale. Et puis, troisième et dernière étape, c'est de piloter dynamiquement ma performance vis-à-vis de cet objectif. Il est important de fixer des objectifs, mais il est encore plus important de s'y cantonner. Donc, j'accélère un petit peu. Ouais, si on regarde le troisième et dernier... Ouais, vas-y Renaud. Juste pour dire qu'il faut qu'on accélère. Ouais. Troisième et dernier pilier, en fait, on va compter tout ce que fait l'entreprise pour sortir du CO2 de l'atmosphère. Et là, on a ce qu'elle fait chez elle, donc les absorptions directes possédées par ses actifs. Donc, par exemple, je possède une forêt et je vais compter tout ce que cette forêt va absorber par an. Les absorptions indirectes, donc par exemple, je suis une entreprise de l'agroalimentaire et je vais avoir plein d'agriculteurs dans ma chaîne de valeur en amont qui ont des techniques de séquestration, d'absorption hyper intéressantes. Donc, je vais le mettre comme absorption indirecte. Et puis, je peux aussi, encore une fois, financer des projets de séquestration en plantant des arbres quelque part, ce qui reste une pratique très vertueuse tant qu'elle n'est pas utilisée pour se soustraire aux réductions d'émissions chez soi. Alors, en plantant des arbres, mais pas seulement, vous pouvez aussi soutenir la transformation du modèle agricole vers un modèle agroécologique, et notamment en France, puisque c'est ça l'enjeu numéro 1 en France, c'est pas la forêt, c'est bien l'agriculture, et c'est là où le potentiel de stockage est le plus important. Et je mentionne aussi les zones humides qui vont être à restaurer, qui vont capter énormément. Absolument. Alors, donc là, pareil, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de référentiels qui existent déjà. Il y en a qui sont en train d'être mis en place pour la mesure. Il y a le GAG protocole qui est en train de faire une mise à jour pour s'appliquer aux puits. Et puis, on a le Science-Based Targets qui commence à s'intéresser aux trajectoires d'augmentation des puits, dont il faudrait s'inspirer. Mais pareil, il y a vraiment ce triptyque, y compris pour l'augmentation des puits,
je fais l'état des lieux de tout ce que je fais aujourd'hui, je me fixe un objectif et je le pilote dans le temps. Donc, pour conclure, vraiment, il faut comprendre que ce qu'on propose, c'est un changement de paradigme et qu'on ouvre une sorte on ouvre une porte qui amène à un nouvel univers et qu'il faut, je pense, définir ensemble. C'est-à-dire, en gros, là, l'idée, c'est de faire en sorte que la neutralité redevienne un horizon long terme, un horizon collectif, robuste, honnête et ambitieux, à laquelle l'entreprise contribue et qu'on a cette volonté de transparence des impacts négatifs tout autant que positifs et de bien les mettre à plat et de les reporter distinctement. Et donc, finalement, ce webinaire, c'est aussi une occasion de faire un appel parce que nous, ce qu'on adorerait, c'est de mettre ce référentiel qui sort après-demain, du coup, en version papier. On le met dans le monde, mais ce qu'on adorerait, c'est d'inviter l'ensemble des acteurs de l'écosystème, donc des entreprises, des ONG, les porteurs de projets, des opérateurs de compensation, des acteurs de la société civile, à s'emparer de ces concepts, qu'on puisse tous parler le même langage et d'accélérer cette action. Et je pense qu'il y a quand même un enjeu vraiment très fort aussi à se dire que le travail, il ne fait que commencer. On ouvre un nouveau chapitre et qu'il faut le concours de tout le monde. Et il faut les expériences et les expertises de chacune et chacun pour apporter les meilleurs raffinements à ces langages-là et ces référentiels. Donc Renaud, je t'en prie, hein, n'hésite pas à compléter ce Ouais, que je dis. ouais. Alors, il y a effectivement encore un petit peu de boulot. Les fondations et le socle est posé. Vous l'aurez compris, hein, c'est une comptabilité étendue à la contribution de l'entreprise au travers de 3 comptes. Tout type d'entreprise, que ce soit des TPE, des PME, ou des ETI, questions qui étaient posées. Pourquoi pas même demain des individus et évidemment des collectivités territoriales pourraient utiliser ce référentiel. En fait, c'est une façon de mesurer sa contribution à la neutralité carbone. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait de la transparence et non plus un zéro magique qui fait disparaître vos émissions, qui fait disparaître les émissions d'une entreprise ou d'une organisation. Un langage commun, une façon de pouvoir juger de la performance et de l'alignement d'une entreprise en fait avec un monde qui est neutre, puisque c'est ça l'objectif, hein. C'est de savoir si on est aligné avec l'atterrissage, avec l'horizon qu'on vise, c'est-à-dire un monde dont les émissions et les absorptions sont à l'équilibre. C'est ça la neutralité. Et un tout petit mot, en fait, effectivement, en termes de conclusion aussi, puisqu'on dit qu'une entreprise n'est pas neutre, mais qu'elle contribue à la neutralité, notamment territoriale, il se pose la question de ce que c'est que la neutralité carbone d'un territoire. Un territoire, il prend plusieurs formes. C'est d'abord le territoire monde, la planète. Un territoire national, la France a pris cet engagement dans sa stratégie nationale bas carbone d'être à l'équilibre entre ses émissions territoriales hors importation pour l'instant, mais le Haut Conseil pour le climat y travaille, l'équilibre entre les émissions et les absorptions de son territoire en 2050. Et on a des objectifs de neutralité aujourd'hui de territoires infranationaux, communautés de communes, des villes, etc. Et donc, on est aujourd'hui en cours de travail. Donc, c'est une étude prospective qui est financée par l'ADEME, la Banque des Territoires, France Stratégie et Transdev Île-de-France, pour essayer de voir comment on pourrait articuler à partir de maintenant l'entreprise, la contribution de l'entreprise à la neutralité carbone des territoires et la vision de la neutralité carbone d'un territoire. Peut-être que ce référentiel est utile, on ne sait pas encore. En tout cas, on a entamé ce travail pour essayer d'articuler entreprises et territoires avec un même langage, comme le disait César. L'objectif, c'est qu'on puisse tous parler le même langage et qu'il ne soit pas simpliste. Tout à fait. Et si on veut finalement résumer ça, on a une sorte de call to action aux entreprises. Elle est de plusieurs choses. Donc il y a le call to action que je viens de dire, qui est réfléchissons ensemble au raffinement de ce référentiel et au développement de toutes les pistes là qu'on a commencé à ouvrir. Puis on a un deuxième qui est, nous chez Carbone 4, on va commencer à infuser cette idée-là de tableau de bord de triple compta dans l'ensemble des offres Carbone 4. C'est-à-dire que demain, alors j'entends de l'écho, je suis désolé. Est-ce que... Ouais, merci Renaud. Donc la deuxième chose, c'est vraiment se dire que nous, chez Carbone 4, on va commencer à
ne plus considérer, ne plus proposer de prestations qui ne seraient pas des triples comptas. C'est-à-dire on va systématiquement proposer à la fois le bilan carbone, mais aussi un diagnostic d'émissions évitées, d'émissions négatives pour adopter cette matrice-là. Et donc vraiment, nous, c'est un appel aussi à ce que dans les prochains rapports de gestion des entreprises, il y ait cette manière de voir les choses et de piloter son action pour le climat. Donc le référentiel en lui-même, il sort mercredi, donc il est assez long, hein, il est assez touffu, donc on vous a proposé aussi un executive summary un peu plus court, ça sort après-demain. On a la poursuite du travail, notamment sur la définition des trajectoires de contribution pour les piliers B et C. On l'espère en co-construction avec vous. Et puis, pour ce qui est de l'influence et le dialogue, on est en ce moment en train de discuter avec l'ISO sur la normalisation de la neutralité carbone. On participe activement aussi dans le groupe de travail technique du GHG Protocol sur le développement du référentiel puits de carbone. Et puis, on a des discussions avec l'ONU et le CDP-SBT sur la manière de synchroniser entre notre initiative et les leurs. Et puis, pour terminer, on vous informe qu'on fera un prochain webinaire en anglais dans un mois. Voilà. Super, merci beaucoup. J'en ai fini, merci. Merci César. Je t'en prie, Renaud. Je pense qu'on va récupérer toutes les questions qui seront posées. Évidemment, on ne va pas réussir à répondre à ces questions. En fait, on va les récupérer, on va essayer d'y répondre une par une et puis peut-être vous les envoyer par mail. Je voudrais laisser la parole en conclusion justement donc à Fanny, à Philippe et à Mathieu. Donc Fanny, super, merci beaucoup. Je te laisse. Ça marche, merci Renaud, bonjour à tous. Donc très rapidement, Fanny Fleuriot de l'ADEME, donc je suis ingénieure au sein du pôle trajectoire bas carbone, donc dans la direction adaptation, aménagement et trajectoire bas carbone. Et je m'occupe plus particulièrement de comptabilité carbone des organisations, donc avec notamment l'administration et la gestion du centre de ressources Bilan GES, que j'espère vous connaissez tous, donc qui héberge à la fois toute la documentation pour la comptabilité carbone des organisations et la réalisation de bilans d'émissions de gaz à effet de serre, et puis la base carbone, donc la base de données des facteurs d'émission. Du coup, en réaction, déjà, je tenais à remercier César et Renaud pour cette présentation très intéressante du coup de ce nouveau référentiel. Et saluer du coup toute la démarche de Carbone 4 qui pour moi apporte énormément qui apporte beaucoup de clarté et de transparence en fait dans la comptabilité carbone des entreprises. Et je pense que c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment le point sur lequel j'aimerais insister. Cette triple comptabilité est vraiment très intéressante et permet vraiment de remettre à plat l'action des entreprises et leur contribution à cet objectif de neutralité. Là encore, je partage tout à fait la vision qui a été présentée sur le fait que de vouloir absolument rechercher une neutralité à l'échelle de l'entreprise n'a pas tellement de sens comme ça a pu être expliqué par Jean-Marc et Olivier. Donc de plutôt chercher à organiser son action et puis à la communiquer de manière claire et transparente sur finalement quels sont tous les leviers qu'on dispose dans une entreprise doit vraiment être aujourd'hui la priorité pour les entreprises, de manière à ce qu'on puisse avoir un cadre de communication clair et transparent. Je rajouterai juste, je vais faire vite parce que j'ai vu qu'on avait pas mal débordé sur l'agenda. Je tenais quand même, donc c'est les 3 piliers qui ont été présentés pour moi ont tous leur importance et comme l'a rappelé Renaud, que ce soit l'ex-compensation, aujourd'hui contribution, donc le financement de projets hors de l'entreprise, ça reste un levier important et surtout on a besoin des entreprises également pour faire avancer la transition bas carbone à l'échelle de la planète. Donc c'est important de continuer à financer des projets hors de chez soi. Mais la priorité, et c'est ce que rappelait également Jean-Marc, ça reste pour nous la réduction des émissions directes et indirectes, donc vraiment le pilier 1, puisqu'on aura beau vendre autant qu'on veut de solutions bas carbone à l'échelle de la planète, si le pilier numéro 1 n'est pas réduit, quoi qu'il arrive, on ne s'en sortira pas. Donc il y a vraiment une priorité d'action, même si les 3 piliers sont très importants. Il ne faut pas non plus s'essouffler à vouloir absolument être sur les 3. Il y a peut-être une priorisation finalement à avoir
avoir et une pondération à avoir finalement entre l'optimisation de ces 3 piliers-là. Et c'est là où tout l'enjeu du travail qui reste à faire sur ce référentiel, c'est vraiment comment se fixer des trajectoires pertinentes et cohérentes avec cet objectif des 2 degrés dans chacun des 3 piliers. C'est quelque chose sur lequel on a bien avancé sur le pilier 1 et c'est ce sur quoi il va falloir travailler sur le pilier 2 et 3, avec un dernier petit bémol, si je peux me permettre, sur le pilier 2 et donc le pilotage des émissions évitées. Donc certes, il y a un gros enjeu de savoir comment se fixer des objectifs en termes d'émissions évitées, mais il y a aussi un gros enjeu qui est comment calculer ces émissions évitées. Donc comme le rappelait César dans sa présentation, tout l'enjeu est de se comparer à un scénario de référence, mais comment on définit ce scénario de référence? Est-ce qu'on est tous d'accord la façon dont on le fait, de manière à ce qu'on puisse avoir à la fois des trajectoires qui soient cohérentes, mais surtout une comptabilité qui soit aussi pertinente au regard des objectifs. Donc là-dessus, il y a encore un gros travail de développement méthodologique à faire et pour lequel on a vraiment besoin de tout le monde autour de la table. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'initiative pour qu'on puisse avoir du travail commun et des méthodologies communes et des consensus au niveau intellectuel. Merci beaucoup pour cet appel et ce témoignage, Fanny. Philippe, est-ce que tu nous entends? Super. Je te laisse la parole pour nous faire un feedback. Donc, le groupe Orange est soutien de membres de Net Zero Initiative depuis 2 ans. Il faut que tu branches ton micro. Hop. Voilà, normalement c'est bon. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, c'est bon, tu peux y aller. Voilà. Donc merci Renaud, puis merci de m'avoir invité pour témoigner pendant ce webinaire. Je vais essayer d'être assez rapide parce que je comprends bien qu'on a pris un peu de retard sur le temps global. Juste pour dire que Orange est partenaire et soutient de cette démarche, comme tu le sais, depuis le début. On partage bien entendu tous les points de vue de ce référentiel et cette méthodologie va nous servir à structurer une stratégie de contribution à la neutralité. Alors nous, on souhaite accélérer nos réductions d'émissions de CO2 et de réduire notre bilan carbone en construisant une trajectoire à 2040 avec des étapes 2025-2030. Nous, on s'est refusé à faire de la simple compensation. Jusqu'à présent, on ne compense pas. Parce que on souhaite privilégier, comme le recommande le référentiel NZI, de mettre en place une triple comptabilité pour arriver à cette trajectoire. Alors d'abord et en premier, c'est réduire en priorité réellement nos émissions de CO2, parce que comme on l'a dit fort justement, c'est ce qui compte pour le climat, c'est toutes les émissions qu'on n'émet pas dans l'atmosphère, ce qui permet de pas d'éviter le réchauffement climatique. Donc, on a des plans d'action qu'on a mis en place dans chaque métier. On a changé notre organisation et pour y arriver, ce n'est pas du business as usual. Il faut vraiment changer la façon de travailler. Dans chaque métier du groupe, on a une équipe qui travaille à réduire concrètement les émissions de CO2 avec des plans d'action, des innovations sur le green ITN, sur les flottes, sur les bâtiments, sur les transports. Éduquer aussi nos clients à aller vers des usages responsables et de la sobriété dans l'usage de nos équipements. Ça, on ne l'a pas fait n'importe comment, parce que comme l'a dit Fanny de l'ADEME, il faut avoir de la méthodologie pour faire ça. Et Orange a la chance d'être vice-chairman du groupe du changement climatique de l'Union internationale des télécoms, qui est un organisme des Nations Unies. Et on a mis, avec les 193 États, en place une méthodologie du secteur pour évaluer le budget carbone à respecter pour être conforme aux recommandations du GIEC et à l'accord de Paris. Et ce budget carbone, on se l'applique à nous-mêmes pour construire notre trajectoire. C'est un objectif et c'est une méthodologie qui a été validée, qui a été faite avec l'IAE, qui a été validée par SBTi comme méthodologie pour évaluer le secteur. Donc ça, c'est le fondamental, c'est d'abord réduire, tout mettre en place. Et on y arrive parce que nous, on est une entreprise qui, depuis 2006, a plus de 100 millions de clients en plus, a eu une augmentation importante des usages. Et pourtant, on arrive à réduire en absolu nos émissions de CO2. Depuis 2016, on est à moins 4% par an. Donc, on y arrive, mais
mais on aura forcément une compressible parce que dire qu'on est zéro, c'est impossible. Hein. Tant qu'on a une activité, une entreprise émet du CO2. Donc le tout, c'est bien de maximiser ces réductions et de privilégier ça à tout prix pour réduire réellement en absolu. Le deuxième facteur qu'on veut mettre en place dans la comptabilité NZI, c'est à réussir à mettre en place cette fameuse partie sur les émissions à éviter. Ça, c'est très difficile parce que là, il faut vraiment avoir une méthodologie qui permet de comptabiliser qu'est-ce que c'est réellement que ces émissions à éviter. Et ça, c'est un des gros travaux qu'on a en chantier avec vous, NZI, pour être capable de ne pas dire n'importe quoi sur ce sujet-là. Le dernier point qu'on développe sur la comptabilité, c'est avec vous également, NZI et Carbone 4, c'est que pour affiner notre trajectoire, on a décidé, dans la contribution à la neutralité, c'est de mettre en place ce qu'on appelle de la séquestration via des puits carbone, en faisant une étude sur différents portefeuilles. Alors, il n'y aura pas que la forestation, hein, il y aura que les forêts, il y aura l'agroforestation, les mangroves, enfin, un certain nombre de pistes à étudier pour voir comment on peut mettre en place tout ce portefeuille de séquestration. Et c'est un travail qu'on a commencé avec Carbone 4 pour savoir comment on pouvait optimiser cet objectif de la troisième comptabilité afin d'arriver à contribuer à cette neutralité carbone pour notre objectif 2040. Voilà. J'ai été un peu rapide, mais voilà un petit peu le focus de ce qu'Orange veut mettre en place avec vous, NZI. Excellent, Philippe, et merci encore au groupe Orange pour le soutien. Mathieu, est-ce que tu nous entends? Oui, très bien. Et est-ce qu'on te voit? Super. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, très bien. C'est à toi. Ok. Super. Bon, merci à Carbone 4 du coup de m'avoir convié également à ce webinaire, et puis encore bravo pour l'initiative NZI qui pour nous est extrêmement positive. Très brièvement, je ne vais pas être long, mais sur la Fondation Good Planet, on est un acteur qui a une double mission: sensibiliser le grand public à la protection de l'environnement et également agir aux côtés des entreprises pour mesurer et réduire leur empreinte environnementale. Notre rôle dans la finance carbone, depuis 2006, nous, on est un acteur important du marché de la compensation carbone, donc à la fois en tant que développeur de projets et opérateur. Et on a participé au développement de 17 projets de finance carbone dans les domaines de la réduction d'émissions. Donc, on n'est pas positionné sur la séquestration, mais plutôt sur la réduction d'émissions, avec donc des projets centrés sur l'accès à l'énergie et la valorisation des déchets. Donc ça, c'est notre activité jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'approche Net Zero Initiative nous a séduit par rapport à, je dirais, 4 raisons majeures. La première, c'est la robustesse scientifique de cette approche et sa logique à l'échelle de l'entreprise qui est en cohérence avec la définition de la neutralité à l'échelle planétaire. Également parce qu'elle permet de représenter de manière exhaustive l'impact climatique des entreprises dans sa diversité d'abord, puisqu'effectivement, en plus de l'émission induite, on voyait souvent aussi dans le travail qu'on faisait une difficulté à se représenter les émissions évitées ou même les émissions séquestrées, avec une tendance à souvent les mélanger. Là où c'est vrai que c'est vraiment extrêmement utile d'avoir une manière exhaustive de représenter l'impact climatique des entreprises, ainsi que les choses que les entreprises font de positif dans à la fois les services qu'ils mettent en place et les actions déjà amorcées. Un autre aspect qui a pour nous été décisif, c'est la conviction qu'il fallait évoluer dans cette logique du mesurer, réduire, compenser, avec assez souvent des bilans carbone et des plans d'action, ainsi que des projets de compensation qui n'avaient pas donné forcément lieu à des trajectoires de réduction pérennes, et donc la nécessité aussi de quelque part faire évoluer cette logique. Tout aussi en conservant le financement de projets bas carbone qui pour nous sont une des solutions à la contribution à la neutralité carbone. Donc c'est de pas forcément tout mettre à la poubelle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi intéressantes et qui sont à conserver, ce que permet aussi cette méthodologie. Donc qu'est-ce que ça induit comme changement chez nous à Good Planet? La première chose, c'est que on va être de plus en plus
amené à travers cette méthodologie à mobiliser les entreprises vers un travail sur les trajectoires, sur une mesure exhaustive des émissions induites sur les différents scopes et de pas effectivement aujourd'hui se cantonner au scope 1 et au scope 2, mais d'inciter les entreprises à aller aussi vers un scope 3 avec aujourd'hui une liaison avec des groupes existants qui font très bien cela. Et également une contribution à travers notamment une approche territoriale, donc ce qui inclut notamment des projets davantage locaux et proches des entreprises et de leur chaîne de valeur. Ça fait également bouger notre manière d'accompagner les entreprises, puisque ça comprend notamment donc, plus de mesures exhaustives, adaptées à la taille de l'acteur, avec une définition des trajectoires et un soutien donc, à des projets plus locaux, et aussi dans tout l'accompagnement lié à la communication. Puisque aujourd'hui, un des éléments très importants aujourd'hui qu'il y avait dans la compensation, c'était l'utilisation d'éléments de langage qui aujourd'hui sont à évoluer, sont à faire changer pour du coup convaincre aussi de cette nouvelle approche. Et c'est un travail qui est aujourd'hui extrêmement important, mais assez souvent difficile. Donc pour nous, fait partie des challenges. C'est effectivement d'expliquer cette nouvelle méthodologie face à l'approche, mesurer, réduire, compenser, qui est souvent plus simple à comprendre. Il y a d'autres challenges qui pour nous sont importants, mais qui, je pense, trouveront des réponses très prochainement. Mais c'est la disponibilité de la méthodologie, je pense, pour des acteurs de plus petite taille, que ce soit les TPE, PME, qui pour nous sont des partenaires assez importants dans notre travail au quotidien, et aussi le calcul des émissions évitées, puisque aujourd'hui, les émissions évitées, elles sont assez diverses. Le calcul de leur montant et des pourcentages de réduction de ces émissions évitées aussi, c'est quelque chose qui est à développer. Et donc, je pense que ça nous occupera dans les prochaines semaines. Donc, dans les perspectives aujourd'hui, effectivement, ça va nécessiter une mise à jour aussi de nos méthodologies, un accompagnement de nos clients dans l'évolution des discours, et puis aussi, voilà, de se concentrer sur les chantiers d'accompagnement en cours qui privilégient cette approche, avec un travail sur notamment des projets de réduction d'émissions à venir. Voilà, donc désolé, j'ai été un petit peu plus long que merci beaucoup Mathieu. On est content de te faire intervenir parce que c'est vrai que pour avoir porté CO2 solidaire, on avait besoin d'une garantie. Les ONG, en fait, les porteurs de projets ont besoin d'une garantie de la part des entreprises avec lesquelles elles sont partenaires pour éviter l'instrumentalisation. J'ai moi-même signé de nombreux contrats où les entreprises s'engageaient à réduire, mais il faut bien voir qu'au bout de 10 ans, on n'est pas dans les clous et donc il s'agit de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc merci beaucoup Mathieu. On va essayer de répondre à 2-3 questions avec César. Donc César, si tu veux me rejoindre sur la scène. Je commencerai par une question qui revient beaucoup sur le fait que contribuer à la neutralité n'est pas vendeur et que finalement les gens n'auront pas confiance et que c'est compliqué d'un point de vue de la communication, etc. En fait, je crois qu'il faut... Je comprends tout à fait cette question et encore une fois, c'est une question qui nous revient beaucoup. Il faut essayer de se mettre dans le monde d'après et dans une nouvelle façon de voir les choses. Et je crois surtout que la réponse à cette question-là passe par l'éducation. Que ce soit Valérie Masson-Delmotte ou d'autres, appellent à éduquer, informer la jeune génération et en fait les salariés d'aujourd'hui des entreprises. Donc c'est ce que Carbone 4 fait de plus en plus. On va éduquer et permettre à la population de comprendre quels sont les enjeux réels des changements climatiques et qu'en fait ce sujet-là ne se résume pas à je plante un arbre pour capter le carbone que j'émets. Et donc il y a bien un sujet de compatibilité carbone avec un monde neutre en carbone, un sujet évidemment de photosynthèse, oui, mais un sujet et Jean-Marc évidemment le dit depuis des années, un sujet de dépendance aux énergies fossiles dont il faut sortir. Et donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'une entreprise qui est neutre aujourd'hui est compatible avec l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc une ville extrêmement touristique dont les émissions en fait dépendent de ces touristes et donc des trajets en avion, doit effectivement se poser la question de réduire les émissions dont elle partage la responsabilité. En fait, c'est ça la vision collective de Net Zero Initiative, hein, c'est qu'on partage des émissions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de
certains territoires, puisque le périmètre est parfaitement défini, donc c'est parfois plus simple de définir la neutralité. Mais pour une organisation, il y a un partage des émissions et donc il y a une action collective à mettre en place. Ouais, moi très rapidement, je dirais juste que effectivement, c'est un objectif. La neutralité carbone des entreprises aujourd'hui, c'est simple, mais c'est, je pense, surtout simpliste. Et c'est trop simpliste. Et ça occulte une réalité beaucoup plus complexe. Donc on avait, je pense, cette nécessité de remettre à plat toute la complexité pour ensuite, pourquoi pas, resimplifier en un emballage plus simple ou plus opérationnel. Mais je pense que se maintenir dans la neutralité carbone d'entreprise, c'était une impasse, quoi. Peut-être que Jean-Marc, tu veux ajouter quelque chose? Avant que Jean-Marc prenne la parole, on nous pose la question de comment on va imposer ce référentiel. En fait, on ne va pas l'imposer. On espère simplement que c'est la raison qui va l'emporter. Et ce qu'on observe, c'est que de plus en plus d'entreprises commencent à se dire, OK, en fait, c'est la bonne façon de faire. Donc, je vais reporter de cette manière-là, au travers de cette comptabilité. Donc, je réponds aussi aux questions de défiance vis-à-vis du mot triple comptabilité. Il est mauvais ce terme-là, hein. Je pense qu'il faut parler plutôt de tableau de bord de la contribution à la neutralité. Il y a une triple comptabilité en capitaux qui existe. Notre objectif, ce n'est pas de la remplacer. Là, c'est bien une comptabilité carbone étendue à la contribution. Et donc, je pense qu'il faut, pour que cette comptabilité s'impose demain, il va falloir que les entreprises, les consultants, les opérateurs de compensation, une majorité d'acteurs, en fait, proposent ce référentiel et c'est ça notre proposition. Jean-Marc? Oui, un petit complément là-dessus. Une norme, on ne l'impose jamais, en fait. La norme, elle finit par être adoptée. La seule manière, le seul cas de figure dans lequel une norme s'impose, et du reste Philippe le sait bien, Tusolino, c'est quand vous avez un acteur dominant qui est devenu totalement incontournable pour le reste des autres participants à son écosystème, qui dit ça va se passer comme ça, et donc tout le monde est prié de se caler sur la manière dont moi je vais m'organiser. Mais sinon, c'est pas encore le cas de Carbone 4, donc on n'en est pas à ce stade. Ce qu'on espère, c'est que ce qu'on vient de mettre au point semblera suffisamment intéressant à un nombre suffisamment important d'acteurs pour qu'il se crée une communauté autour de l'utilisation de ce référentiel. Et après, les normes dans ce genre de domaine émergent, elles font toujours l'objet d'une bataille remontante. C'est-à-dire, c'est exactement comme pour le bilan carbone. C'est-à-dire qu'il y a un nombre suffisant d'utilisateurs de la première heure qui contamine un nombre suffisant d'utilisateurs de la deuxième heure. Là, c'est une bonne contamination en l'occurrence. Et après, ça finit par faire une masse critique qui remonte jusqu'aux instances qui font de la vraie normalisation. Et à un moment, on finit par dire, bah, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Ça peut aller jusqu'à des transcriptions réglementaires un peu dures, dans lesquelles, à ce moment, on interdit une pratique. Par exemple, on interdit aux gens de faire de la soustraction chez eux et de se revendiquer neutre sur la base d'une soustraction. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, ce qu'on espère surtout, c'est qu'il va y avoir beaucoup de gens qui ont envie de traiter honnêtement le problème et qui vont se ranger aux arguments que vous trouverez dans l'excellent document d'une petite centaine de pages qui sera mis en ligne dans quelques jours, dans lequel vous verrez en quoi, si on a envie d'être sérieux sur ce sujet, eh bien, on propose des orientations qui nous paraissent être une réponse opérationnelle appropriée au traitement de la question. Voilà, c'est ça le complément que je voulais apporter. Vous pouvez donc nous contacter pour toutes les questions que vous posez au sujet du référentiel. Si vous êtes une entreprise et que vous avez envie de voir ce que ça donnerait, bah, contactez-nous. En fait, on vous aide à l'implémenter pour que demain, vous soyez autonome sur le pilotage de cette comptabilité carbone étendue à la contribution. Donc, on peut imaginer aussi, vous pouvez venir pour commencer à travailler avec nous sur la définition des bons niveaux de contribution, puisqu'il y a encore un petit peu de boulot. Beaucoup de questions sur la PAS 2060, qui est une norme portée par le BSI, qui est l'AFNOR anglo-saxon. La PAS 2060 ne va vraiment pas assez loin à notre sens. Elle définit tout simplement un périmètre de façon totalement arbitraire sur lequel l'entreprise s'engage à réduire. C'est comme si vous fumez un paquet par jour et qu'on vous engagez à arrêter, hein. D'ailleurs, SBT n'est que le médecin qui vous dit oui, il faut arrêter. L'objectif maintenant, c'est de savoir quand même
où on en est sur la réduction de cette consommation de clopes. Ce que fait ACT, par exemple, avec l'ADEME et le CDP. Mais la 2060, la PS 2060, propose simplement de définir un périmètre de façon arbitraire et de compenser sur ce périmètre. C'est comme si c'est César qui avait sorti cet exemple-là. C'est comme si vous aviez un devoir de maths et que vous choisissiez les réponses avant le devoir, les questions, et donc vous avez forcément 20 sur 20. Ouais. La PAS 2060, c'est ni plus ni moins la normalisation du mesurer, réduire, compenser. Hein. Et je vous invite, hein, quand le référentiel sera en ligne après-demain, à regarder, puisqu'on propose aussi du coup une analyse critique de ce que propose le PS 2060 à l'aune de ce que nous on propose. Donc, patience. César, est-ce que tu veux répondre à 2-3 questions? Je sais pas, il y avait des questions sur l'articulation avec ACT, le SBT, etc. Donc j'espère que justement, Renaud, tu viens de le dire un petit peu, mais nous, on veut s'inscrire en cohérence absolue avec ces initiatives très positives en se plaçant comme méta-méthode finalement. Enfin, le SBT, c'est l'instance qui va dire quels sont les bons objectifs sur le pilier A, et ACT, c'est l'instance qui va dire est-ce que tu agis correctement vis-à-vis de cet objectif sur le pilier A. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que vu qu'on on prend un petit peu de recul, on dézoome et on se dit il faut effectivement agir sur le pilier A avec SBT, avec ACT, avec tout le reste, mais il faut aussi agir sur les deux autres. Et là, donc du coup, j'en profite pour répondre à une autre question. Là, on veut absolument s'inspirer des méthodologies type label bas carbone, qui sont les labels de certification carbone domestique qu'il faudra absolument utiliser, puisque c'est un super moyen d'accélérer la transition en France, mais aussi les crédits carbone internationaux. C'était aussi une question, pourquoi garder les crédits carbone? Pourquoi ne pas jeter ça à la poubelle? Tout simplement parce qu'on a aujourd'hui, à l'heure de l'urgence climatique, besoin de booster les flux financiers en vue de l'atteinte des accords de Paris. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'argent sur la table pour parvenir aux objectifs, et la finance volontaire des entreprises, du secteur privé, est une manière de répondre à cette question-là. Donc, pour nous, le crédit carbone, en tout cas l'infrastructure de financement des projets reste très bonne. Il faut simplement la guérir de cette tentation d'annulation. Super, merci. On va conclure puisqu'on dépasse un peu. Jean-Marc, rejoins-nous. Moi, je voudrais simplement dire qu'en tant qu'ancien vendeur de crédit carbone pour une ONG, travaillant aujourd'hui pour Carbon 4 qui fait du conseil pour les entreprises, je pense que ce référentiel a le mérite de mettre tout le monde d'accord autour d'une rigueur scientifique, qui est la marque de fabrique de Carbon 4, mais je pense que les consultants, les vendeurs de crédit, les ONG, les porteurs de projets, les collectivités, pourquoi pas demain, pourraient se mettre d'accord autour de ce référentiel. Et donc Jean-Marc, je voudrais te donner le mot de la fin autour de cette relance et du contexte un peu spécial qu'on vit aujourd'hui, finalement du jour d'après. Et donc, je te demande de faire le lien entre ce qu'on vient de présenter et cette relance compatible 2 degrés qu'il faudrait qu'on mette en place. La très bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui suivent un tout petit peu l'actualité, c'est que l'épisode de confinement que nous sommes en train de vivre en ce moment en Europe, qui va donc se traduire par une récession significative, hein, j'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 3% par mois qui passe, par mois de confinement qui passe. Toujours pour faire un petit rappel historique, en 2009, c'était de l'ordre de 4%, je crois, qu'avait été la récession. Donc, vous voyez, à 2 mois de confinement, on sera au-delà de 2009. Il y a évidemment derrière la question de comment on remet les gens au travail, qui est dans tous les esprits et qui est une question parfaitement légitime. Ce qui est très nouveau par rapport à 2009, c'est que de mémoire, alors j'ai peut-être mauvaise mémoire, mais ce qui à mon âge est normal, mais il me semble qu'en 2009, la question du climat était présente dans extrêmement peu d'esprits au moment où il y a eu les plans de relance. C'est-à-dire que la façon dont l'économie a été aidée n'était absolument pas discriminée par aptitude à contribuer ou pas à l'objectif de neutralité. En ce moment, il ne se passe pas un jour sans que l'exécutif européen ne dise qu'il faut absolument joindre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, la relance sera verte. Alors, il reste à bien se mettre d'accord sur le vert et c'est justement là qu'interviennent des entités comme Carbon 4, parce que tant que le vert est autodéclaratif et que chacun dit « moi je fais du vert, si, faites-moi confiance », en fait, on fait une relance à l'identique. C'est-à-dire qu'il suffit que les gens
peignent en vert ce qu'ils font, et c'est très très facile de peindre en vert ce qu'on fait. Il y a plein de techniques de greenwashing extrêmement efficaces pour ça. À ce moment, il est évident que la relance n'est pas discriminée par rapport au monde dont on sort. Mais ce n'est pas exactement la coloration de ce qu'on observe en ce moment. Pardon, c'est pas le coronavirus. Il y a puis de toute façon, l'ordinateur est étanche. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a un certain nombre de gens ayant, j'ai envie de dire, un peu d'audience, qui appellent à ce que les deux soient joints. Il y a Fatih Birol, par exemple, le patron de l'Agence internationale de l'énergie, qui en ce moment est très vocal sur le fait qu'il faut que la relance soit décarbonée. Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission, est aussi assez vocale en ce moment sur le fait qu'il faut que la relance soit décarbonée. Et même ce matin, je viens de voir passer un papier du commissaire européen à l'agriculture qui dit qu'il faut que la relance dans le monde agricole soit verte, entre guillemets. Là aussi, c'est quelque chose qui est plutôt neuf dans les discours. Donc mon sentiment, c'est qu'il n'est pas du tout exclu qu'on puisse avoir affaire en cette période, beaucoup de barrières intellectuelles viennent de tomber, il y a beaucoup de choses qui étaient encore impensables il y a seulement 15 jours, qui demain seront peut-être effectives. Il n'est pas du tout exclu qu'on ait effectivement une relance qui tente d'être verte, au sens où on tente de joindre les deux objectifs qui sont l'objectif de relance, c'est-à-dire remettre les gens au travail en pratique, et des objectifs qui tournent autour de la neutralité. Donc, on ne l'a pas fait exprès, évidemment, mais ce référentiel tombe à pic quand même, quelque part, pour qu'on puisse avoir une façon d'orienter l'action, où on puisse contribuer, plus modestement, à orienter l'action de demain autour de quelque chose qui puisse effectivement profiter de cette occasion de rupture qui nous est offerte, parce que nous vivons une rupture, pour mettre en route un certain nombre de choses qui étaient depuis longtemps considérées comme nécessaires, mais qu'on n'osait pas faire ou qu'on n'avait pas envie de faire au motif que ça gênait un peu trop les rentes. Et comme là, en ce moment, le coronavirus se charge de bousculer un peu les rentes, peut-être que la période est propice à ce qu'on reparte avec une direction un peu différente. Et à nouveau, j'insiste, pour repartir dans une direction différente, il faut des indicateurs de pilotage et il faut un tableau de bord qui permette de comprendre dans quelle direction on part. Et donc, on espère vraiment qu'on arrive à point nommé pour contribuer de manière utile à ce que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire le fait que le travail qu'on fait en ce moment le matin aille dans la bonne direction en ce qui concerne la question climatique. Voilà, un grand merci à tous les gens qui se sont connectés ce matin, un grand merci à tous les gens qui ont contribué à la mise au point de ces référentiels et nous espérons que nous aurons des interactions nombreuses dans les mois et années à venir autour de ce travail. Et je vous Merci Jean-Marc. Bonne journée. Affaire à suivre. Au revoir Jean-Marc, bonne journée. On reste en contact pour la suite. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir suivi ce référentiel. Vous étiez au moins 700 durant tout le référentiel. Tout le monde est en train de partir se préparer à manger. Donc bon appétit et à très bientôt. César. Oui, merci beaucoup. Super. À bientôt et bon appétit. Au revoir. Au revoir.